problème audio, c'est la faute de personne. Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir ici, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir pour vous. Au nom de l'AIME, Alliance pour amélioration de la formation des sages-femmes, nous vous souhaitons la bienvenue à ce 5e webinaire consacré aux étapes du cadre d'action de l'OMS pour renforcer la qualité de la formation des sages-femmes. Le webinaire d'aujourd'hui, l'étape 5, se concentre sur le renforcement du corps professoral, des normes et des programmes d'études. Je m'appelle Felicity Copeland, je vais animer la session d'aujourd'hui. Je travaille au siège de l'UNFPA et je serai accompagnée de mon collègue, le professeur Charles Hamet, chercheur de l'école de médecine de Liverpool, universitaire chercheur obstétricien, donc ça fait beaucoup de casquettes, Charles, beaucoup d'expertise. Donc c'est un plaisir que vous soyez avec nous ici aujourd'hui. Et je remercie Daniela Trandi qui accueille cette plateforme depuis la République, depuis la Croatie, à Shizato Masuda, du siège de l'UNFP à New York, et à nos interprètes qui traduisent pour nous, pour nos collègues hispanophones, francophones et arabophones. Nous avons un programme bien chargé aujourd'hui, donc je vais résumer brièvement. Non, pardon, je ne vais pas pouvoir résumer. Donc aujourd'hui, on va parler du renforcement du niveau académique. On va parler de l'évaluation des programmes, voir si les enseignants sont compétents et maintenir un processus universitaire de haut niveau. Merci Daniela. Mais avant de passer à Charles, notre premier intervenant, nous avons 3 questions de sondage que nous allons lancer pour comprendre un peu quelle est votre expérience. Merci Daniela. Donc la première question, quels sont les rôles de formation sage-femme dans lesquels vous êtes impliqués? Est-ce que vous êtes un éducateur, un précepteur ou est-ce que vous avez un autre rôle? Super, merci. Est-ce que vous avez participé à un programme de formation continue pour éducateurs ou précepteurs au cours des 5 dernières années? Et à votre avis, y a-t-il un écart de compétences entre éducateurs et précepteurs dans l'enseignement de la pratique de sage-femme basée sur l'épreuve? Donc, y a-t-il un écart de compétences entre les éducateurs et précepteurs dans l'enseignement de la pratique de sage-femme basée sur l'épreuve? Daniel, est-ce qu'on a la 3e question? Est-ce que vous souhaitez que je lise les résultats? Oui, ce serait super, merci. Parce que moi, je vois les résultats que de la première question. Donc pour la 3e question, oui, 77%, non, 8% et incertain, c'est 15%. Donc et la première question, il y a 64% d'éducateurs et 14% de précepteurs et 23% d'autres. Et 68% de personnes ont participé à des programmes au cours des 5 dernières années. Super, merci, c'est très intéressant. On y reviendra pendant le webinaire. Merci Daniela. Et donc juste avant de donner la parole à Charles, on aime vraiment savoir ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la fenêtre de discussion. Et nous souhaiterions savoir le développement professionnel qui vous a été utile. Qu'est-ce qui est le plus utile à votre avis? Donc nous souhaitons avoir cette connaissance, par rapport à la formation, à l'éducation des sages-femmes, d'après votre expérience. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la fenêtre de discussion. Je vais passer maintenant la parole à Charles. Merci Felicity, merci à, l'AIME de m'avoir donné cette occasion de co-modérer, co-faciliter cette session. C'est un plaisir pour moi de vous présenter Rachel Smith, qui est une spécialiste de l'éducation des sages-femmes seniors à l'Institut Burnett en Australie. Rachel a travaillé de manière ample
dans le développement du corps enseignant et des programmes. Bienvenue à vous, Rachel, à vous la parole. Merci, Charles. Merci de m'avoir invité à parler avec le groupe aujourd'hui concernant donc le NFPA et le développement de programmes dans la pratique de sage-femme. Donc le programme de développement de l'UNFPA a été créé Heu, après, à l'issue de rapports qui demandaient, de se concentrer sur le niveau académique, donc renforcer, l'éducation de qualité pour les sages-femmes et ce rapport, de l'OMS, de l'UMFPA, donc tous ces rapports ont demandé un investissement urgent dans l'éducation et dans, le corps enseignant parce que sans corps enseignant, fort et bien, préparé, on ne peut pas fournir, une éducation, de qualité élevée et donc l'UNFPA, enfin le programme de développement du corps enseignant de l'UNFPA a été conçu, aux alentours de 2018 par, le matériel qui existait déjà autour du développement et le programme initial consistait, en 6 modules, heu, donc les participants pouvaient choisir le module qui leur convenait le mieux, ou pouvaient faire tous les modules également s'ils le souhaitaient. Donc le mode de réception de ce programme, c'était, à l'origine, heu donc une formation en tête-à-tête, enfin pardon, en personne, mais on sait tous ce qui s'est passé, fin 2019, début 2020 et donc très rapidement, nous avons dû, modifier notre programme et nous sommes passés à, un programme en ligne de ces modules et donc le programme de développement du corps enseignant initial consistait en 6 modules. Le numéro 1 était autour du développement des programmes. Le module 2 concernait le développement, des, attributs des diplômés, sages-femmes. Module 3 concernant la conception, des modules d'apprentissage pour les programmes, de sages-femmes. Le numéro 4, c'était autour du développement d'évaluation authentique et le module 5, c'était autour d'approches contemporaines à l'apprentissage et à l'enseignement. Le 6, le mentorat et la remodélisation des programmes. Et suite à l'évaluation de ces 6 premiers modules que vous connaissez peut-être, que certains d'entre vous ont peut-être effectués, il y avait des demandes de participants pour, la création de plus de modules autour de, l'apprentissage, de l'enseignement, basé sur l'épreuve, une augmentation des stimulations, hem et également le respect, l'enseignement du respect pour, les soins, maternels. Donc, à travers ce programme, chaque module, avait des, sessions, toutes les 2 semaines pendant plusieurs heures, en ligne et il y a eu également le soutien, hem, d'un système de gestion d'apprentissage et également un, programme, en ligne où les participants devaient remplir un formulaire. Comme je l'ai dit, au tout début, il avait été, programmé pour être, effectué en personne, mais on est passé donc à quelque chose de en ligne, sur, 18 mois pour 22 pays dans, la région de l'Asie-Pacifique et ça a également été une approche d'apprentissage dans le Pacifique donc, heu et en face à face, récemment et il y a eu un module en ligne, complètement en ligne pour le Pakistan. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire concernant l'aperçu du programme. À vous la parole, Charles. Merci Rachel pour,
pour cet aperçu excellent du processus. Je ne sais pas si nous avons déjà des questions. Allez-y, allez-y. S'il n'y a pas de questions encore, Rachel, est-ce que je peux vous demander, donc concernant le soutien qui a été fourni, comment est-ce que vous avez fait face aux questions de la durabilité de l'approche par les différents pays et institutions? Merci Charles, c'est une super question. Il y avait des évaluations très claires autour du programme. Donc, il y a eu des avantages clairs concernant l'approche en ligne et la capacité pour les éducateurs de réseauter, d'apprendre les uns des autres à travers les sessions en ligne. Et le contenu a pu être mis en pratique. Mais il y a eu des difficultés évidemment, comme toujours dans n'importe quel programme universitaire. Surtout, car cela a été fait, dans 22 pays et ça fait beaucoup de langues différentes et malheureusement le programme était, principalement en anglais et donc il y a eu des difficultés autour de la traduction, des difficultés, pour, de nombreux éducateurs sages-femmes concernant l'accès, à la technologie, correspondante et la fiabilité de cet accès. Mais les participants des différents pays, étaient très, résilients et ils ont réussi à participer, ils ont continué à participer, à essayer. Les, bureaux de l'UNFPA de chaque pays ont, fourni un soutien aux participants et donc, hem, même s'il y a eu des difficultés, le développement initial du programme, était prévu pour, 10 pays, voire 20 pays. Mais, heu l'un des quelques avantages, de la pandémie, c'est que nous sommes passés à, donc une livraison en ligne du programme et il y a eu une portée bien supérieure évidemment, pour la plupart des modules, il y avait entre 100 et 200 participants, sur une région géographique très vaste et donc ça, c'est vraiment à l'image des participants qui ont été, résilients, qui étaient toujours, là, qui ont participé et ce qu'on a appris, des, évaluations. Donc ça a été très, très, bénéfique pour la pratique. Merci Rachel. Donc je pense que la difficulté notre difficulté en tant que communauté, c'était, qu'une fois que nous avons cette preuve de concept, c'est faisable dans ce contexte, comment, hem, comment il y a le fait qu'il y ait un soutien limité, des ressources limitées, comment est-ce qu'on peut, continuer à développer cela? Parce qu'il va hem, y avoir peu d'éducateurs. Ceux qui ont été formés il y a 3 ans devront, sans doute, faire des formations complémentaires. Donc je pense que la difficulté, c'est, comment poursuivre tout cela? Et comment continuer de prouver que ça a un impact et que ça se développe? Hem et je suis sûre que, beaucoup de collègues sont au courant et peut-être qu'on peut obtenir des idées de la part de nos collègues pour savoir comment avancer. Félicity, est-ce que vous avez des questions en ligne? Oui, j'ai un super commentaire ici. Du Pakistan, nous savons que Rachel a travaillé avec un autre collègue, heu, au Pakistan, en ligne. Rachel, donc comment est-ce que c'est, d'enseigner des compétences cliniques en ligne? Oui, comme nous le savons tous en tant qu'éducateurs, c'est très difficile d'enseigner, des compétences cliniques, heu, ou compétences cliniques en ligne. Donc ce qui s'est passé, c'est, lors des modules cliniques, pour les compétences cliniques, l'important c'était d'avoir, un facilitateur compétent
dans la session afin de pouvoir, fournir les contenus, les théories et les instructions en ligne. Mais l'importance, vraiment, c'était, d'avoir un facilitateur dans la session qui travaille avec nous et s'assurer que les activités, aient lieu et nous avons eu des, coprésentateurs, incroyables au Pakistan, en ligne pour la production en ligne des programmes de développement et concernant l'expertise, ça aurait été, bien plus difficile, hem et je sais que nous avons une expertise dans tous les pays qui ont participé et qui étaient, motivés pour, travailler sur ces programmes. C'est une nouvelle manière de travailler en ligne, mais je pense que grâce à l'aide des experts de chaque pays, nous avons réussi à le faire. Évidemment, on peut toujours s'améliorer, mais on a beaucoup appris également. Oui, c'est un très bon exemple d'apprentissage, transversal. Oui et ça, c'est impressionnant que les personnes, se soient, motivées chaque jour. Je sais qu'on est tous fatigués un peu des webinaires après le covid, mais c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont continué à être là, à participer. Oui, l'une de mes citations, préférées des équipes au Pakistan, c'était que, lorsqu'ils ont entendu que nous allions, faire 7 jours, en ligne de programme de développement du corps enseignant, l'un d'entre eux m'a dit: «Oh mon Dieu, c'est tellement ennuyeux». Mais, hem, heureusement, nous avons réussi, à concevoir ces activités de sorte qu'elles ne soient pas, hem juste la personne en ligne qui parle, c'était, toute la pièce qui était impliquée, il y avait des retours, des stratégies, d'apprentissage actif et donc j'étais soulagée d'apprendre que finalement ça n'a pas été ennuyeux, pour les participants et c'était grâce à leur participation, le fait qu'ils étaient actifs et ça s'est très bien passé au final. Bravo. Il y a beaucoup de commentaires ici pour dire que, les besoins sont très conséquents, pour, les formations en présentiel et il faut le faire, régulièrement. Oui, c'est super. Hem, il faut être un facilitateur très compétent pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il y a des, commentaires, pour terminer, Charles ou Rachel? Oui, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce qui a été fait. Il y a des commentaires très intéressants dans la fin de la discussion. Je suis sûre que Rachel va pouvoir répondre, petit à petit. Et si nous avons plus de temps à la fin, nous pourrons peut-être y répondre à certains, pardon. À moins que Rachel ait, quelque chose d'autre à dire, je pense qu'il faut qu'on passe, à l'intervenante suivante. Non, je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont participé à participer à tous les modules et j'ai hâte de travailler avec eux à l'avenir. Merci beaucoup Rachel et merci à toutes les personnes qui se joignent à nous. Donc on est environ, 300 participants, c'est super et j'ai le plaisir maintenant de vous présenter notre prochaine intervenante, Maria Thérèse Padilla, qui est une éducatrice, sage-femme senior. Elle a été présidente des, associations, des Philippines, des sages-femmes pour les écoles de Philippines pendant 9 ans. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Elle est une intervenante excellente et elle va parler, hem, de du corps enseignant, des, sages-femmes et du programme de développement. Bienvenue, Maria. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci tout d'abord. Je souhaiterais vous remercier de m'avoir invitée, à partager mon expérience concernant le développement, du corps enseignant dont, Rachel a parlé, qui a été, fait en 2020. Notre association a travaillé en étroite collaboration, hem, avec l'UNFPA et
existe depuis 1989. Donc cette association, depuis toujours, vise à développer le corps enseignant parce que, l'un des objectifs de cette organisation, c'est de développer, nos membres, enseignants, un bon programme pour, les étudiants en, pratique de sage-femme et nous devons toujours, développer le leadership dans l'éducation des sages-femmes. C'est très important. Depuis que l'UNFPA Philippines nous a invités à faire partie de ce programme, des webinaires, sponsorisés par l'UNFPA et en coopération avec, Brunel, nous avons commencé à parler, heu, de cela et depuis étant donné que nous avons déjà nos équipes, notre association déjà installée, nous voulions participer afin de voir, si cela pouvait être applicable à notre pays. Donc ce développement des programmes, ainsi que la mise en œuvre des programmes, ça tombe vraiment au bon moment pour nous parce que comme vous le savez peut-être, nous sommes en train, de, de développer nos parcours parce que, dans les Philippines, pour l'instant, il n'y a qu'une licence, c'est un programme indépendant, heu, donc ça tombe vraiment bien, qu'il y ait cette formation pour nos équipes actuelles de formation, qui sont, composées de, membres enseignants, seniors, de notre pays. Donc cette équipe a participé à un programme de formation et après quelques sessions, de ce programme de formation, nous avons, eu une idée. Pourquoi ne pas déployer cela dans notre pays? Parce que nous pensons que chacun, tout le monde a apprécié le programme de formation auquel nous avons participé. Donc nous avons commencé à faire un travail de base, c'est-à-dire, demander à l'UNFPA à travers, Kathleen si, on pouvait dupliquer le programme de formation ici aux Philippines. Et donc après, quelques emails échangés, avec, Catherine et Federica, ils nous ont donné le feu vert pour dupliquer, ce programme de formation dans notre, pays et avec ce programme de formation, hem, les signataires, hem, s s pardon, les certificats vont provenir de l'UNFPA et de notre association. Donc nous demandons encore une fois la permission de Catherine et Federica, si elles peuvent mmh, assigner les signataires pour, notre certificat de participation et elles nous ont, conseillé de communiquer avec, l'UNFPA des Philippines afin que le représentant, hem, nous permette de développer ces certificats. Donc le représentant de l'UNFPA aux, Philippines la représentante nous a donné la permission de mettre, le nom, hem, de l'UNFPA, Philippines avant celui de directeur. Nous n'avons pas vraiment eu, le temps pour, réconcilier tous les concepts, du programme parce que nous avons dû nous préparer, hem, préparer notre conception, d'instruction afin, hem, que notre programme soit prêt et soit applicable, dans le pays. Donc, lors de notre atelier, nous avons préparé cette conception d'instruction, les questions, qu'il fallait prendre en compte. Heu, Nous avions, mmh, répondu aux questions et rempli le formulaire. Nous avons, indiqué comment, répondre aux exigences pour la formation et pour que cela soit plus utile, puisqu'aux Philippines, nous ne pouvons pas, renouveler notre licence et notre commission de réglementation professionnelle,
avec nos programmes de développement continu, hem, nous avons, lancé ce programme au, conseil pour qu'il soit accrédité. Heureusement, hem, donc ça, c'était pendant le Covid-19, nous avons, obtenu 20 unités CPD pour le développement du programme et ensuite nous avons reçu encore 25 unités. Globalement, hem, chaque, corps enseignant qui a participé a obtenu 45 unités qu'elle peut utiliser pour, renouveler le PRC, les licences. Tout cela est renouvelé tous les 3 ans, donc chaque membre de la faculté, hem, les sages-femmes enregistrées doivent, obtenir ces unités et de plus, ce n'est pas le seul, avantage que nous avons obtenu. Donc notre programme a été développé pour nos participants. Nous n'avions que 50 participants au début, mais depuis qu'il a été, étendu aux écoles, il y a eu plus de participants, qui ont pu participer au programme de formation. Donc nous pensons que le programme de formation a réussi, hem, surtout, heu, parce que le corps enseignant nous a indiqué, qu'ils ont, obtenu beaucoup de compétences grâce à cela, y compris la préparation du syllabus, de la conception des instructions qui s'appliquera pour, les, écoles respectives. Donc ce n'est pas juste les, connaissances que nous avons obtenues grâce au programme de formation, nous avons également développé des compétences de nos membres, enseignants en termes de préparation, du programme, la conception des instructions et du syllabus. Donc nous pensons que ça a réussi parce que nous avons, hem, essayé de demander aux membres enseignants qui ont participé au programme comment, ça s'est passé, d'évaluer le programme et nous avons, déjà eu des retours excellents, de la part de nos participants au programme et tous ces notes excellentes de notre programme de formation, hem Hem, on ne cache pas les difficultés que nous avons rencontrées et donc nous voulons vraiment, que ce soit fait en personne, mais Covid nous a empêchés de le faire. Ensuite, il y a le problème de la connexion internet des participants, ils vont et viennent pendant le programme de formation, donc il faut mettre à jour, mettre à niveau les activités du programme de formation, afin qu'ils puissent, développer les, compétences que nous souhaitons pour eux. Ensuite, il y a la participation de d'autres écoles nous n'avons pas réussi à les, accepter. Nous avons essayé pour une troisième fois, hem, en raison des emplois du temps chargés de tous les participants. Nous avons, mis en place des activités flexibles grâce au Covid, mais il y avait tellement de préparation à faire que chaque école ici, aux Philippines a dû faire. Mais nous avons déjà planifié le fait que ce programme de formation, hem, ait lieu en 2023 et 2024 d'une manière différente. Nous souhaitons que ce soit, fait en personne afin que, les exigences puissent être, qu'on puisse répondre aux exigences dans les temps et concernant les, exigences, il faut les vérifier une par une, afin de nous assurer que les personnes ont appris des programmes de formation que nous avons, exécutés et globalement, donc notre déploiement du programme de formation, hem,
est plus réussi que ce à quoi nous attendions. Donc nous souhaiterions remercier, hem, remercier d'avoir pu participer à ce programme de formation du NFPA. Merci au soutien des personnes qui nous ont aidés. Merci à Raphaël qui nous a vraiment aidés dans ce programme de formation et également à l'UNFPA qui, nous a soutenus, pour ce programme. Merci et c'est tout pour ce que j'avais à dire. Excellent, merci beaucoup, Maria. Je pense que c'était très exhaustif, ce que vous avez exprimé. Je pense qu'ils ont, développé le programme qui avait été, présenté à Burnett à travers l'UNFPA. Ils ont pu, l'adapter, dans le pays. Ils ont, hem, beaucoup parlé de la durabilité, hem, pour créer le syllabus, les programmes et ensuite ils ont mis en place un plan, un programme. Ils ont reconnu, admis que c'était important pour la certification d'avoir plusieurs partenaires, hem, sur ce certificat. Donc ça, c'était assez important et moi, ce que j'aime bien, c'est que, il y avait une composante d'évaluation. Est-ce que ça avait du sens ce qu'ils faisaient? Est-ce que ça avait un impact? Est-ce que les personnes aimaient bien le programme? Et on a pu prouver cela. Heu, Ensuite, on est allé, plus loin en termes de durabilité, hem, avec le, conseil professionnel de santé, qui a évalué le programme de formation. C'était très important parce que c'est un mécanisme fort pour la durabilité. Je pense que, on peut vraiment, applaudir cela. Mais cela n'a pas été fait sans difficulté. On a parlé madame Padilla a parlé, des difficultés des sessions en ligne, par rapport à des sessions en personne. Et il y a toujours ce problème, cette différence entre coût, qualité et comment est-ce qu'on peut faire au mieux? Ça, c'est vraiment une difficulté et je suis sûre qu'il y a, plusieurs solutions, numériques pour nous aider à optimiser cela. Nous avons vu la citation célèbre de Rachel concernant, le pessimisme des personnes, concernant l'approche en ligne, mais au final, ils ont été agréablement surpris et ils ont, apprécié les sessions grâce aux innovations que nous avons mis en place. Donc ça, c'est juste un résumé. Heu Nous avons passé du temps pardon si je demande à Félicity, de prendre 2 ou 3 questions de la fin de la discussion peut-être? Et peut-être que Maria peut répondre, au reste des questions en ligne. À vous la parole, Félicity. Super, aperçu. Charles, merci pour cette présentation. Je pense que c'est un exemple excellent de, la manière dont les, pays peuvent intégrer ces programmes et les adapter au contexte culturel et ça me rappelle, très fort, la 1re étape, que nous avons fait lors de ces webinaires sur le leadership où Pandora, le docteur Pandora nous a dit: «Il ne faut pas attendre, il faut agir, il faut, créer, sa propre opportunité». Donc vraiment félicitations à vous et aux Philippines, c'est super. Et il y a des commentaires ici concernant, la manière dont d'autres pays, peuvent, déployer des demandes pour les universités. Je pense que ce qu'on peut essayer de faire, c'est répondre à ces questions au fur et à mesure qu'elles émergent. Merci, Rachel Echizato, de vous en charger. Je pense que maintenant, on a encore, quelques minutes. Chaz, j'aimerais vraiment savoir, que vous vous exprimiez un petit peu sur le travail de, l'école, pardon, de Mixed Tropical de Liverpool, si vous pouvez en parler? Parler des formations que vous dirigez à travers les pays. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques messages clés ici? Oui, on ne va pas avoir assez de temps pour aller dans le détail, évidemment, étant donné l'impressionnante quantité de travail qui a été effectuée, mais des recherches précédentes, concernant la qualité de l'éducation, surtout autour des soins de sage-femme, et bien la réflexion, c'était que ce n'était pas, conforme aux attentes. Quand on travaille avec les réglementations au Kenya, en particulier, on a étudié les programmes, on a travaillé avec plusieurs parties prenantes, y compris le ministère de la santé pour,
examiné ce programme et ensuite nous avons fait un programme de formation pour, pour les éducateurs, sages-femmes et nous avons mis en place 4 hubs, de formation et tous ces éducateurs pouvaient être formés par leurs, collègues qui avaient été formés comme formateurs. Donc, ils avaient les programmes qui étaient déjà prêts et de cette manière, on a pu s'assurer que toutes les écoles, enseignaient des programmes similaires, basés sur un syllabus et sur la même qualité. Ensuite, il fallait, maintenir les compétences à jour. Donc, hem dans les programmes de développement de sages-femmes ont été mis en place, conformément aux, conseils NOCEM afin que, hem, afin qu'ils puissent obtenir des points. Nous avons essayé de cette approche, de formation transversale en ligne déjà et ensuite les autres modules ont été, effectués en personne avec à travers un programme de 2 jours très intense. Je pense qu'il y a encore du travail à faire concernant, le côté réglementaire, et des politiques afin de nous assurer que les éducateurs sages-femmes soient mandatés, pour, mmh, prendre la responsabilité de ces causes et s'assurer que la formation, qui soit donnée soit, conforme au travail. Donc il y a beaucoup de recherches autour de ces questions. Hem, mon collègue qui est probablement en ligne a fait beaucoup de recherches lors de son doctorat. Il y a beaucoup de publications, hem et les résultats seront publiés dans les mois à venir. Je suis heureux de répondre aux questions. Merci Felicity. Merci Charles. Oui, vous avez, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je sais qu'il y a un excellent travail qui a été fait. Nous avons, mis quelques liens dans la fenêtre de discussion. Donc n'hésitez pas à regarder et je suis d'accord, avec ce que vous avez dit Charles. Il faut s'assurer que les éducateurs soient mandatés pour poursuivre les, occasions de développement des compétences, ce qu'a dit madame Padilla aux Philippines. Je pense que c'est très important. N'hésitez pas à dire dans la fin de discussion ce que les facultés demandent en termes de mise à jour des compétences, des éducateurs. Nous arrivons à notre dernière intervenante et j'ai le plaisir immense de vous présenter, docteur Lydia Mwandia, qui est une éducatrice sage-femme senior à l'université de Moi au Kenya. Elle est, une associée en recherche à l'école de Liverpool, pour la médecine tropicale. À vous la parole Lydia. Hem, je vais vous demander de parler, du troisième indicateur de cette étape, 6. Pardon, étape 5. Est-ce que vous donc la mise à jour des, programmes conformément aux standards, aux normes, pardon, internationales. Je sais que, c'est ce sur quoi vous avez travaillé. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce processus, s'il vous plaît? Lilia, je pense qu'on a toujours des problèmes, mais on ne vous entend pas. Daniela, est-ce que nous n'avons pas réussi à résoudre? Oui, nous avons essayé, pour voir si ça marchait, mais non. Lydia, est-ce que vous pouvez essayer l'autre microphone, s'il vous plaît? Elle essaye, mais Lydia? Vous n'avez pas un autre ordinateur? Non, ça va pas marcher. Mince. C'est vraiment, le des problèmes techniques aujourd'hui, hein. Nous avons des spectateurs, incroyables qui sont complètement, au courant, des tenants et des aboutissants de la technologie et d'internet. Lydia, vous pouvez continuer d'essayer. Je suis désolée parce que vous aviez tellement de choses à dire, je vous ai parlé hier. Peut-être que vous pourriez, envoyer des messages dans la fenêtre de discussion, messages clés concernant ce processus d'examen. Ah,
Je j'ai cru que vous étiez, en ligne. Je crois qu'elle est en train d'essayer sur son téléphone. J'essaye d'être là avec mon téléphone. Peut-être que vous pouvez m'entendre maintenant? Oui, on vous entend. Bravo! Oui, vous êtes là, Lydia, bravo. Allez-y. Dites-nous en plus un peu sur le processus de la mise à jour des programmes de votre, faculté. Merci Felicity et bonjour, de Nairobi au Kenya, donc à l'université de Moi, qui est, l'une des 30 universités publiques au Kenya. Nous avons 2 programmes de pratique sage-femme qui ont été mis en place et examinés, et donc ils ont, réalisé l'intégralité du cycle pour le développement de la formation. Heu, donc ça nous avons participé à un programme de 4 ans. Le contenu, hem, est divisé en, 3 parties. Hem, les compétences, hem, sont réparties sur 3 ans. Ensuite, nous avons un master de 2 ans, programme de pratique des sages-femmes. Ensuite, il y a 2 programmes en cours de développement, de 4 ans et ensuite le doctorat de 2 à 4 ans. Donc nous sommes actuellement en train d'examiner les programmes, les processus de développement au niveau national et en suivant les normes internationales. L'un des aspects importants que nous examinons, dans les programmes, ce sont les nouvelles lignes directrices de l'ICM qui ont été révisées en 2023 et les normes mondiales pour l'éducation des sages-femmes de 2021 et les compétences essentielles pour la pratique sage-femme de 2019 pour s'assurer que toutes les compétences, soient incluses dans le programme que nous développons. À vous la parole, Félicity. Merci, c'est beaucoup de travail, surtout, à la fin d'un cycle, à la fin de 3 ans. Donc quand je parlais avec vous l'autre jour, de la manière dont vous, collaborez dans l'examination des programmes, qui travaille, hem, là-dedans? Qui vous aide? À la fin de chaque cycle de formation, donc à la fin des 4 ans, heu, le département des sages-femmes a plusieurs sessions pour développer, la structure du programme des pratiques des sages-femmes et chaque membre du corps enseignant, développera ou mettra à jour des sections dans le programme et incorporera en fonction des preuves, émergeant des lignes directrices, hem et en particulier les lignes directrices concernant les soins, maternels, hem et autres lignes directrices, heu, pour le soin périnatal et le soin maternel. Donc une fois que le membre a pu, compléter cela, les membres du département se réunissent et demandent à ce qu'il y ait des réunions de parties prenantes pour évaluer le contenu qui est, mis à jour et ça inclut, le ministre de la Santé, heu, au sein de l'université et également des membres, d'hôpitaux, des associations de sages-femmes qui sont les consommateurs du programme et membres de la communauté. Donc ces réunions de parties prenantes aborderont le contenu de ces programmes et une fois que cela est réalisé ensuite le département présentera le, programme au, conseil académique qui, sera modifié et ensuite il sera envoyé au comité et au directorat, de l'assurance des programmes, universitaires avant d'être approuvé par le sénat de l'université pour être mis en œuvre. Donc c'est un processus très long, c'est environ, depuis 2 ans que nous avons développé cela et surtout à cause du covid, il y a eu un ralentissement, du processus mais maintenant c'est en train de se ressaisir. Ça prend, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, mais ça en vaut vraiment la peine pour sauver la vie des mères et des nouveau-nés.
c'est bien dit. Ça m'a l'air d'être un processus très robuste pour garantir, que, les programmes sont à jour et j'aime vraiment le fait qu'il y ait un champ d'application très vaste des parties prenantes. Et je voulais vous demander quelle est votre relation entre le corps enseignant et les cliniciens? Nous avons souligné l'importance de cette relation et je sais que votre corps enseignant a des attentes concernant à l'égard des précepteurs pour s'assurer qu'il y ait une cohérence, des compétences et des connaissances. Est-ce que vous pourriez parler un peu de cette relation? Oui, donc dans l'université de Mouai, heu il y a une collaboration entre l'école et les hôpitaux à travers un programme, développé grâce à l'aide de partenaires nord-américains. Nous appelons cela, le programme des éducateurs, sages-femmes ou le programme CME. Et ils travaillent en tant que précepteurs et nous aident, hem, dans le domaine clinique, les évaluations des étudiants et il y a, également une collaboration, pour voir comment, mieux enseigner entre les institutions et les hôpitaux et s'assurer que, le l'écart entre la pratique et la théorie est comblé et évaluer les compétences, du corps enseignant et des personnes formées et cela, comprend, l'enseignement, pratique, de certaines compétences. Oui. Donc, il y a vraiment, des attentes, et il va y avoir des lignes directrices donc qui sont suivies de manière très, précise, si j'ai bien compris. Lydia, j'aimerais bien qu'on parle davantage, mais on n'a plus beaucoup de temps malheureusement et je peux voir qu'il y a beaucoup de questions, sur mon téléphone, dans la fenêtre de discussion. Paz, est-ce que ou Shizat aussi, on a le temps. Est-ce qu'on peut prendre encore une question pour l'un de nos panélistes avant de clôturer cette session? Je sais que Rachel, a répondu déjà, sur la fenêtre de discussion. C'est super. Charles, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de pressant à dire? Merci Lydia, c'était super, d'entendre, parler de votre travail au Kenya. Oui, le seul commentaire que je voulais faire, c'est que je pense que en termes de développement du corps enseignant et programme CPE pour les, éducatrices sages-femmes, je pense que nous avons fait un excellent démarrage. Je pense qu'il faut juste maintenant, renforcer la manière dont nous mesurons l'impact de ce que nous faisons. Heu et est-ce qu'il faut s'assurer que ceux qui soutiennent, la formation des sages-femmes soient, dans la salle de classe ou la et il faut s'assurer que ces personnes aient une formation spécifique. C'est vraiment obligatoire, qu'ils aient une formation qui soit pertinente pour améliorer, la qualité de leur enseignant. Ça, c'est une manière de garantir la qualité du produit, hem, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Donc je pense qu'il faut encore renforcer ce domaine-là, hem, dans les, pays à moyen et à faible revenu, surtout. Je pense que nous avions mis dans la discussion, heu, les documents de l'Alliance, d'éducation de sage-femme. Il y a un programme, de formation excellent, hem, que l'on peut suivre. Vous allez voir les liens dans la fenêtre de discussion. Beaucoup de cours, que l'on peut suivre. Merci Charles d'avoir résumé cela. Daniel, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Parce que je pense qu'il ne reste plus qu'une minute malheureusement. Juste, donc ça c'est des enseignements clés qu'on peut garder. Pas uniquement donc évaluer la capacité des éducateurs, mais les soutenir également, les soutenir, à travers des opportunités continuelles, de formation afin qu'ils puissent effectuer des formations en ligne transversales. C'est vraiment, un élément clé pour garantir la qualité pour eux et surtout comme l'a dit Lydia, l'examen, cyclique vraiment des compétences et là-dessus je voulais, hem juste parler, la prochaine fois peut-être, de l'éducation des étudiants.
l'UNFPA a développé un programme qui va bientôt sortir. Toutes les compétences sont là-bas et sont liées aux critères d'évaluation et chaque pays peut adapter ses modules à son pays. Charles, je vous remercie infiniment d'avoir modéré la discussion aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci à tous nos intervenants, Rachel, Padilla, Madame Padilla et Lydia, Daniela. Vous en êtes très bien sortis malgré les difficultés techniques qui n'étaient pas de votre ressort. Et Chisato et nos interprètes également, je vous remercie. Merci à notre public. Merci pour votre soutien continu et nous espérons vraiment vous voir au 6e webinaire pour l'éducation des étudiants. Et nous vous tiendrons au courant, bien sûr. Merci à tous et on se voit la prochaine fois. Bye, everyone. Merci, Bye. au revoir à Bye. tous. Thanks, Daniela. Would you like Bye. to Daniela. Thanks to 3CT. Bye. Very lovely to hear all these comments. Thank you, everyone.